Salut tout le monde, merci d'avoir cliqué dans cette nouvelle présentation. On va se pencher aujourd'hui sur les filières énergétiques. On va voir pourquoi le modèle actuel ne fonctionne pas, pourquoi il n'a pas de sens, quelles preuves on peut trouver dans la recherche de ces 20 dernières années et ensuite quel modèle on peut utiliser qui a un petit peu plus de sens, qui serait un petit peu plus pratique pour ce qu'on fait tous les jours dans le coaching, dans la programmation et dans l'entraînement. Avant de se pencher là-dessus, je vous invite à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne pour avoir accès à toutes mes autres vidéos. Et sans plus attendre, allez, on se lance. Donc, mon objectif aujourd'hui n'est pas de vous convaincre. Mon objectif aujourd'hui n'est pas de changer votre perspective. Mon intention est simplement de vous offrir une perspective alternative, quelque chose de différent et qui va peut-être vous aider à remettre certaines choses en question et je l'espère pouvoir avancer de manière constructive et positive avec tout ce que vous faites, que ce soit dans l'entraînement, dans le coaching, dans la programmation, etc. Donc, pour commencer, on va regarder ce qu'il y a au menu de cette présentation. Dans cette première partie, on va regarder le modèle bioénergétique populaire que tout le monde connaît, ainsi que ses limitations. On va ensuite revoir les preuves qui sont sorties de la recherche ces 20 dernières années, qui nous indiquent qu'il est nécessaire de mettre à jour ce modèle des filières énergétiques. On regardera ensuite un modèle mis à jour de ces filières et qui est un petit peu plus pratique et qui est un petit peu plus en ligne avec les preuves qu'on peut trouver dans la recherche notamment. On terminera avec deux concepts très importants, deux concepts très pratiques qu'on va pouvoir appliquer ensuite à tout ce qu'on fait en tant que coach, en tant qu'athlète potentiellement également. Et donc, on va suivre cette chronologie-là dans cette présentation. Première partie, on va regarder le modèle populaire de la bioénergétique. Donc, vous savez tous certainement que l'ATP, l'adénosine triphosphate, est la monnaie énergétique du corps humain. Elle sert autant à alimenter les contractions musculaires qu'à maintenir les structures et la fonction de toutes nos cellules dans notre corps. Et donc, quand on parle plus précisément des contractions musculaires, l'ATP est décomposé en ADP, ce qui fournit donc l'énergie qui se trouve dans les liens chimiques de la molécule qui fournit l'énergie nécessaire pour les contractions musculaires. Et le rôle des filières énergétiques est simplement de recycler cette énergie. C'est peut-être un concept de base pour vous, mais à mon avis, c'est une notion qui est très très importante. Les filières énergétiques ne produisent pas d'énergie. Les filières énergétiques sont là pour traiter du résultat de la réaction d'hydrolyse de l'ATP. D'accord, elles sont là pour recomposer l'ATP une fois que l'ATP a été utilisé. C'est un des rôles prépondérants des filières énergétiques. Et donc, c'est important, à mon avis, de mettre ça en avant au début de cette présentation pour ne pas dire que les filières énergétiques créent de l'énergie. Donc, le modèle populaire qu'on connaît tous, avec ces trois filières, on a une première filière phosphocréatine ou anaérobie alactique qui fonctionne dans les premiers temps de l'effort avec une intensité très très haute, mais qui s'épuise rapidement. On a ensuite la filière glycolytique ou anaérobie lactique qui va fonctionner sur un temps moyen avec un rendu énergétique un petit peu plus bas. Et finalement, on a la filière aérobie qui, elle, prend un petit peu plus de temps à se mettre en route et qui va alimenter tous les efforts de plus longue durée. Donc ça, c'est vraiment le modèle populaire. Ces dernières années, on a commencé à dire que toutes les filières fonctionnaient en même temps, dès le début, mais avec des proportions de travail différentes, ce qui est un petit peu plus proche de la réalité, mais ce qui est encore assez éloigné, vous allez voir, de tout ce qu'on peut trouver dans la recherche aujourd'hui. Et donc, pour finir de résumer ce modèle populaire, ces différentes filières fournissent l'ATP pour alimenter les contractions musculaires. Et dans ce modèle populaire, ce qu'on a commencé à faire, c'est à séparer certaines disciplines ou certains types d'athlètes par rapport à ces filières-là. Donc, un sprinter, on va dire que c'est un athlète qui est principalement anaérobie lactique et donc qui va produire son énergie et ses efforts dans un domaine temporel qui n'inclut pas d'utilisation d'oxygène ni de production de lactate. À l'autre bout du spectre, on a le marathonien, par exemple, le coureur d'endurance, qui, lui, va utiliser de manière principale son système aérobie, sa filière aérobie, sans nécessairement utiliser les autres filières, en tout cas pas sur les parties les plus avancées de sa course, peut-être au début, étant donné que ces filières ont un temps d'activation très très court, mais aussi une durée dans le temps très très courte dans ce modèle de base. Et pour tout ce qui est des sports collectifs, des sports de répétition d'efforts de haute intensité, on pense au rugby, on pense au foot par exemple, on a qualifié souvent ces athlètes d'anaérobie lactique. Plus récemment, on a commencé à dire que ces athlètes bénéficieraient d'entraînement au début du spectre énergétique, si on peut le dire comme ça, avec un focus sur la filière alactique et sur la filière aérobie, ce qui est un tout petit peu plus proche de la réalité à mon avis, mais qui est encore un petit peu éloigné
de ce qu'on aimerait trouver. Donc, pourquoi remettre en question ce modèle populaire que tout le monde connaît? Vous avez appris, tout comme moi, les temps de travail et les temps de repos pour chaque filière, quelles disciplines sportives sont associées avec quelle filière énergétique. Donc, pourquoi est-ce qu'on doit tout remettre en question? Et pour la simple et bonne raison qu'on a énormément de preuves qui sont sorties de la recherche. Ça fait plus de 20 ans maintenant qu'on a des papiers qui montrent que ce modèle ne fonctionne pas et il faut remettre les choses à jour quand on trouve des informations qui nous permettent de faire ceci. Donc, première chose qu'on va regarder, c'est ce papier qui parle du rôle du système de la phosphocréatine dans l'homéostasie énergétique des muscles squelettiques et cardiaques. Et ce qui ressort principalement ici, c'est que la phosphocréatine est le moyen de régénération le plus rapide auquel on a accès. C'est d'ailleurs la seule filière qui permet de régénérer l'ATP assez rapidement pour réalimenter les contractions musculaires. Aucune autre filière ne peut répondre assez rapidement directement aux contractions musculaires. C'est vraiment celle de la phosphocréatine qui va travailler directement en lien avec ces contractions. Donc déjà, on a un lien rapproché entre les contractions musculaires, l'utilisation d'ATP et cette resynthétisation d'ATP qui se fait uniquement par cette filière de la phosphocréatine quand on parle des contractions musculaires. Et ce qu'on voit aussi en bas ici, c'est que les contractions musculaires sont interrompues quand la phosphocréatine est épuisée. Donc, la première hypothèse qu'on pourrait sortir de cette étude, c'est que s'il n'y a pas de phosphocréatine, il n'y a pas de contraction musculaire. D'accord, on va garder ça en tête. On va avancer avec cette deuxième partie ici. Étude qui part de la mesure in vivo simultanée de la dynamique de saturation d'oxygène et de la phosphocréatine après une activité physique chez l'humain. Donc, on voit là sur le graphique, la ligne solide, c'est la ligne de l'oxygène, niveau d'oxygène au niveau local dans le muscle. Et les petits ronds, c'est la phosphocréatine. Et donc, ce qu'on voit, c'est que dès le début de l'activité physique, autant l'oxygène et autant que la phosphocréatine réagissent instantanément à l'effort et leur niveau baisse. Et ensuite, dès la fin de l'activité, les niveaux d'oxygène et de phosphocréatine reviennent à la normale en suivant une dynamique qui est très, très proche. Et donc, comme hypothèse ici, on pourrait dire que l'oxygène est équivalent en termes de dynamique à la phosphocréatine. Encore une fois, on garde ça en tête et on avance. Exposé numéro 3, et donc dans ce papier-là qui regarde la resynthèse de la phosphocréatine dans le muscle humain après une activité physique en relation avec le pH intramusculaire et la disponibilité d'oxygène. Et ce qui ressort ici, c'est qu'en temps normal, la resynthèse de la phosphocréatine durant les temps de repos se fait rapidement, mais cette dernière est complètement inhibée si la circulation locale vers le muscle est coupée. Donc, si on a une occlusion, si on n'a pas de sang frais qui passe, eh ben, on voit que la resynthèse de la phosphocréatine ne peut pas se faire. Et donc, hypothèse pour cette preuve-là, c'est que s'il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas de phosphocréatine. Donc, un lien, on va dire, négatif de ces deux éléments, alors qu'on a vu un lien positif à l'exposé précédent. Donc, on voit ce lien qui se dessine gentiment entre ces deux filières, entre guillemets, si on veut, ou ces deux éléments bioénergétiques. Exposé numéro 4, ça vient d'un petit test que j'ai fait moi-même avec le MOXIE. Petit cours de 10 secondes pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est le MOXIE. Le MOXIE est un outil de mesure qui nous permet de mesurer en temps réel la saturation d'oxygène dans le muscle. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est 4 séries de bicep curls de 10 répétitions avec un tempo similaire, avec toutefois une charge qui augmente à chaque série, avec 2 minutes de repos entre les séries. Et ce qu'on voit là, c'est que plus la charge est grande, plus la courbe de SMO2, qui est donc la courbe de saturation d'oxygène, descend. Et donc, ça veut dire plus la charge est lourde, plus il y a d'oxygène utilisé. Donc, on voit ce lien, encore une fois, entre les contractions musculaires et l'oxygène. Même chose sur cet exposé numéro 5, qui celui-là est tiré d'un test que j'ai fait avec un de mes athlètes sur un vélo, encore une fois avec le MOXIE. Donc, la ligne verte est la saturation d'oxygène dans le muscle. Et on voit qu'au fur et à mesure que la puissance augmente sur ces intervalles de travail de 5 minutes, on voit que l'oxygène est utilisé de plus en plus. Donc, encore une fois, plus de puissance, plus de puissance, plus il y a de puissance, plus il y a d'oxygène utilisé. Exposé numéro 6, on parle ici du lactate comme élément métabolique charnière. On a souvent entendu parler du lactate comme la raison pour laquelle ça brûle. Certaines personnes parlent encore d'acide lactique, alors qu'on sait maintenant que l'acide lactique ne peut pas être formé dans un environnement physiologique, donc dans le corps humain, on ne peut pas avoir d'acide lactique. On a du lactate qu'on produit d'ailleurs en continu. Contrairement à ce que nous dit le modèle populaire, où on produit uniquement du lactate après un certain temps,
Non, le fait est que le lactate est produit même au repos. Là, à l'heure actuelle, si vous piquez le doigt et que vous faites une mesure de lactate, vous verrez que vous n'avez pas un niveau qui est à zéro. On a tout le temps du lactate. Le lactate qui est d'ailleurs un élément très, très important, autant au niveau énergétique, c'est une source d'énergie qu'on utilise et ça, on le verra juste après, mais c'est également une molécule de signalisation très, très importante dans le corps humain. Donc, ce n'est pas juste le grand méchant, mais c'est bien un élément indispensable au fonctionnement du corps humain. Le lactate est toujours présent. Le dernier clou dans le cercueil, pour cette étude, je vais vous demander de vous accrocher. Ça va être un petit peu technique, mais je vais faire de mon mieux pour expliquer les choses de manière simple. Donc, si on part du principe qu'une contraction musculaire s'effectue entre 10 et 40 millisecondes, ce qui va se passer et ce qui a été trouvé dans cette étude de Schumann et al. En 2001, donc ça fait presque 20 ans déjà, c'est que, alors, pour alimenter ces contractions, comme on a vu précédemment, l'ATP est décomposé en ADP, qui est ensuite resynthétisé via cette filière de la phosphocréatine. Et ça se passe en dessous de 15 millisecondes. Donc, très, très rapidement, on a la filière de la phosphocréatine qui entre en action. Ensuite, on a ici un concept qui est un petit peu nouveau, qui s'appelle le glycogen shunt, qui est d'ailleurs le nom de l'étude ou du papier scientifique. Glycogen shunt qui veut dire détournement du glycogène. Et ce qu'on a là, c'est l'idée que le glycogène, la décomposition du glycogène, qui s'appelle donc la glycogénolyse, va nous fournir l'ATP pour resynthétiser la phosphocréatine qui a été utilisée, elle, pour resynthétiser l'ATP. Donc, c'est une grande chaîne. Chaque élément ici est un maillon de la chaîne et cette chaîne est en continu. Et donc, le glycogène qui est décomposé en lactate et qui nous fournit l'ATP pour resynthétiser cette phosphocréatine. Glycogène qui est la seule filière qui peut répondre assez rapidement pour resynthétiser cette phosphocréatine. Si on utilisait la glycolyse, par exemple, qui est donc la décomposition du glucose en lactate, on n'a pas assez de substrat et elle ne fonctionne pas assez rapidement pour fournir cette énergie. Ensuite, ce qui est très intéressant, et ça se passe en dessous de 100 millisecondes. Ensuite, la partie fascinante, à mon avis, c'est l'implication de la filière aérobie dans ce processus. Et donc, ce qui se passe, c'est que le lactate qui a été créé est en fait oxydé, recyclé au travers de la filière aérobie, en présence d'oxygène, bien sûr, qui fournira l'ATP qui va nous permettre de transformer du glucose en glycogène. Ce processus s'appelle la glycogénèse, qui est donc, si on veut, l'inverse de la glycogénolyse. La glycogénolyse étant la décomposition du glycogène et la glycogénèse étant la resynthétisation du glycogène à partir du glucose. Et donc, ça, c'est un processus qui se passe en continu tant qu'il y a assez d'oxygène. On a le glycogène qui est utilisé pour fournir l'ATP qui resynthétise la phosphocréatine, le lactate qui est oxydé pour fournir l'ATP qui nous permet de resynthétiser le glycogène. Et donc, tant qu'il y a de l'oxygène, on peut refaire du glycogène et on peut continuer à alimenter cette chaîne, comme je vous ai parlé des maillons de la chaîne. Cependant, si il nous manque d'oxygène, cette filière aérobie ne va plus pouvoir fonctionner autant qu'avant. Et donc, ce qui se passe, c'est que les taux de glycogène descendent, mais ne remontent plus dû au fait qu'on n'a plus d'oxygène pour fournir cet ATP. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, le corps dit stop, on arrête d'utiliser le glycogène parce qu'on ne peut pas arriver à un niveau zéro. Ce ne serait pas sûr pour le corps. Et donc, ce qui se passe, c'est que la glycolyse prend le relais, donc la décomposition du glucose en lactate prend le relais pour fournir l'ATP. Cependant, elle fournit beaucoup moins d'ATP que ne le fait la glycogénolyse, donc la décomposition du glycogène. Et là, on sait qu'on arrive gentiment à la fin de l'effort. On ne va plus pouvoir fournir autant de puissance qu'avant. Donc, pour synthétiser cette étude du glycogen shunt, si on devait faire une petite synthèse, on sait que l'ATP pour la phosphocréatine vient du glycogène. Donc, l'ATP pour resynthétiser la phosphocréatine vient du glycogène via la glycogénolyse. On sait que la filière aérobie, elle aide à resynthétiser le glycogène à partir du glucose qui est disponible dans le sang. La filière glycolytique prend le dessus, ou glycolique, je ne suis plus sûr du terme précis, prend le dessus quand SMO2, quand les niveaux d'oxygène sont bas et que toutes les filières sont actives en dessous de 150 millisecondes. Pour ceux qui n'étaient pas familiers avec ces concepts, je vous invite grandement à aller lire ces études. Elles seront toutes disponibles dans la description de la vidéo. Allez télécharger les papiers, allez lire les études et tirez-en vos propres conclusions. Point numéro 8, quelque chose que tout le monde connaît. Je veux que vous pensiez à quand vous fournissez un effort intense de, disons, 6 à 8 secondes
donc monter 2-3 étages en escalier le plus vite possible, sprinter 60 mètres, ça sera l'équivalent à peu près de 8 secondes d'effort. Je veux que vous pensiez à comment vous vous sentez une fois que vous avez terminé cet effort. Est-ce que vous pouvez véritablement fermer la bouche, vous pincer le nez, parce que cet effort était anaérobie, donc sans oxygène? Non, la vérité, c'est que vous ne le pouvez pas. Après un sprint, on va devoir augmenter notre fréquence respiratoire, augmenter notre fréquence cardiaque. Pourquoi? Parce qu'on vient de créer un déficit d'oxygène et donc il faut réalimenter le muscle en oxygène et on fait ça via notre système circulatoire et notre système respiratoire. Pour résumer un petit peu tout ce qu'on a vu là dans cette partie numéro 2, la phosphocréatine resynthétise l'ATP pour les contractions musculaires. L'oxygène et la phosphocréatine sont intimement liés. On a vu ça au travers de plusieurs études scientifiques. Plus il y a de charge, que ce soit en charge en kilos, que ce soit en puissance, plus il y a d'oxygène utilisé. Le glycogène sert de tampon énergétique entre la phosphocréatine ou la filière de la phosphocréatine et la filière aérobie. On a un lactate ou le lactate qui est une source d'énergie et qui est toujours présent dans le corps. Et ce qui se dessine au final, c'est cette relation, comme je vous disais avant, les maillons de la chaîne, cette relation entre la charge, l'utilisation de l'ATP, la phosphocréatine, le glycogène et l'oxygène, qui est donc une relation qui est un petit peu différente de ce qu'on avait eu avant, mais ce n'est pas une grande surprise que tout soit connecté, que tout fonctionne ensemble, comme souvent dans le corps humain. C'est beaucoup plus complexe qu'on ne veuille bien l'entendre au départ. Tout travaille ensemble. On passe maintenant à la partie numéro 3 qui est une tentative de mise à niveau du modèle populaire, de mise à jour du modèle que tout le monde connaît pour quelque chose qui ressemble un petit peu plus à la réalité, ou en tout cas la réalité qu'on peut mesurer à l'heure actuelle. Donc, on se lance. Le modèle populaire qu'on connaît, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever ces 3 filières ici et on va simplement les replacer de manière un petit peu plus correcte. Donc, filière de la phosphocréatine, la glycogénolyse, donc la décomposition du glycogène, et la filière aérobie qui fonctionne en concert, tout ensemble, avec la glycolyse, donc la décomposition du glucose, qui prend le dessus une fois que les niveaux d'oxygène sont bas. La phosphocréatine, par contre, est toujours présente parce qu'on sait que sans phosphocréatine, on ne peut pas fournir de contractions musculaires. Si on veut aller un cran plus loin, et ça c'est un graphique que Aaron Davis avait mis en avant il y a déjà plusieurs années, qui a un petit peu plus de sens que celui qu'on utilise aujourd'hui et qui montre ici l'interaction entre les filières de la phosphocréatine, de la glycogénolyse et la filière aérobie, et ensuite la filière de la glycolyse et la phosphocréatine qui fonctionnent en concert. Donc quelque chose qui nous permet d'avoir un modèle qui fonctionne maintenant avec tous les types d'athlètes, qu'on ait un sprinter, qu'on ait un marathonien ou un joueur de sport collectif, on sait qu'ils ne vont pas avoir des filières différentes. Tout le monde a le même fonctionnement métabolique, tout le monde a les mêmes filières qui fonctionnent et simplement on va utiliser ces filières, pas de manière différente, mais par exemple dans le cas du sprinter, si on prend l'analogie d'une batterie, le sprinter va chercher à vider sa batterie le plus vite possible pour fournir le rendu le plus haut possible, alors que le marathonien va essayer de faire durer sa batterie jusqu'à la fin de la course pour ne pas devoir s'arrêter ou ralentir avant, alors que le joueur de sport co va lui avoir une batterie qui se décharge et se recharge en continu, continuellement, de manière cyclique, suivant les efforts de basse et de haute intensité, mais tout le monde à la même enseigne. On n'a pas des fonctionnements de filières différentes, tout le monde travaille la même chose. Si on voulait mettre ça, si on voulait représenter ça de manière un petit peu différente, on peut parler de l'interaction des filières et on peut la mettre comme ici en série. Donc la phosphocréatine qui resynthétise l'ATP pour les contractions, qui elle interagit avec le glycogène au travers de la glycogénolyse et de la glycogénèse, elle-même qui est resynthétisée ou qui fonctionne de concert avec la filière aérobie, avec une filière de la glycolyse qui est mise un petit peu de côté tant que les niveaux d'oxygène sont suffisants. Par contre, une fois que les niveaux d'oxygène deviennent insuffisants, la glycolyse prend un rôle prépondérant, alors que les filières aérobie et glycogène sont beaucoup moins utilisées du fait qu'on atteint des niveaux de glycogène bas et on ne peut plus la resynthétiser, ce qui serait dangereux pour le corps. Et donc, on switch, si on veut,
de filière, mais on sait que notre temps est compté dans ces conditions-là. Et on sait aussi, qu'on l'a vu avant, que toutes les filières sont actives en dessous de 150 millisecondes. Tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles. Une citation que j'aime bien de George Box et qui nous laisse avec deux options. Alors, soit vous êtes à gauche ici sur l'écran et donc vous êtes complètement déprimé parce que je viens de vous dire que tout ce que vous avez appris sur les filières était faux. Soit vous décidez d'ignorer tout ce qu'il y a autour de vous et vous continuez sur votre petit chemin. Donc, pour ceux qui sont intéressés à aller de l'avant, on va parler maintenant dans cette quatrième partie des systèmes limitants et des occlusions, deux concepts qui, à mon avis, sont très, très importants à connaître et à apprendre si on veut utiliser ce nouveau modèle de la bioénergétique de manière pratique sur le terrain. Donc, ce qu'on va essayer de faire ici, c'est d'apporter une histoire qui est un petit peu plus simple que ce qu'on avait avant. Donc, Evan nous dit qu'au lieu de penser que cet athlète est limité par ses capacités anaérobie lactique, vocabulaire qu'on utilisait beaucoup avant, si l'on comprend qu'il est limité par son système respiratoire, cela nous donne une manière très différente d'aborder l'entraînement. Donc, ce dont Evan parle ici, c'est l'idée des systèmes limitants et compensateurs, qui est une idée qui vient de Jürg Feldman, qui est un chercheur en physiologie et qui a eu l'idée qu'en fait, on a certains systèmes principaux dans le corps au niveau physiologique, surtout quand on parle de l'effort et de la performance, et qui vont potentiellement devenir des facteurs limitants dans notre performance. On a ces quatre systèmes, donc le cerveau ou système nerveux, système respiratoire, système circulatoire et système musculaire, qui ont chacun leurs tâches respectives. Et ce qui est intéressant avec cette idée, c'est que ça remet vraiment l'oxygène au cœur de la performance, comme on l'a vu dans le nouveau modèle de la bioénergétique. Et donc là, on a un muscle qui va utiliser de l'oxygène, qui va devoir être réapprovisionné par le système circulatoire, qui lui aura besoin du système respiratoire pour charger l'oxygène dans le sang. Et on a aussi besoin du système circulatoire et respiratoire pour extraire les produits dérivés, les déchets métaboliques si on veut, le CO2 notamment, les ions d'hydrogène également, du muscle, pour qu'il puisse continuer à fonctionner, pour que les cellules puissent maintenir une structure et une fonction adéquate. Et donc, ce qu'on va voir maintenant, c'est que différentes personnes vont avoir différents systèmes limitants. D'accord ? Ici, ce qu'on va faire, c'est regarder trois archétypes, trois profils types, on va dire, qui ne sont pas nécessairement un reflet exact de la réalité, dans le sens où on va rarement avoir un système uniquement qui va nous limiter dans notre performance. Mais pour simplifier ici, pour vous donner une idée un petit peu concrète des possibilités, on va utiliser nos trois archétypes. Le premier étant le débutant, celui qui n'a pas d'expérience en termes d'entraînement, qui lui va certainement avoir une limitation au niveau de sa capacité à utiliser l'oxygène qui est disponible dans le sang. Pourquoi ? Parce que simplement, il n'a pas encore développé la densité mitochondriale, il n'a pas développé la densité capillaire, il n'a pas une bonne coordination neuromusculaire et donc il ne va pas pouvoir recruter toutes ces fibres de manière efficiente, ce qui fait qu'il va être limité au niveau de cette utilisation d'oxygène. Contrairement à un athlète déjà bien entraîné, on peut penser à quelqu'un qui a beaucoup de masse musculaire, quelqu'un que ce soit quelqu'un qui s'entraîne dans le powerlifting, dans l'haltérophilie, peut-être même dans le bodybuilding, qui est capable de générer énormément de tension au niveau musculaire, mais qui, par rapport à cette tension musculaire, ne va pas pouvoir apporter assez de sang. D'accord, donc, contrairement aux débutants, cet athlète a une bonne densité mitochondriale, une bonne densité des capillaires sanguins, il a une bonne coordination neuromusculaire également, mais par rapport à cette capacité à utiliser l'oxygène, sa capacité à amener assez d'oxygène au muscle serait potentiellement limitée. Donc là, on va parler d'une limitation de livraison d'oxygène, la limitation de son système cardiaque et circulatoire. Le troisième archétype, on va prendre l'athlète de sport d'endurance de haut niveau, qui lui a, si on compare aux deux autres archétypes, qui va avoir une densité mitochondriale et capillaire importante, qui va avoir une bonne capacité à amener de l'oxygène via son système circulatoire. Il a un cœur qui est très très fort, avec beaucoup de capacité. Par contre, il est potentiellement limité par son système respiratoire qui est potentiellement un peu plus complexe que les deux autres, dans le sens où on peut être limité dans notre capacité à charger l'oxygène dans le sang, décharger le CO2 du sang ou sortir le CO2 du système une fois qu'il est généré via les contractions musculaires et le travail
le travail cellulaire également, ou on peut encore avoir une limitation de l'endurance ou même de la force des muscles respiratoires, notamment du diaphragme, mais ça, on l'abordera plus en détail dans une autre vidéo. Mais donc, ce qui est à retenir ici, c'est ces trois archétypes, ces trois types de limitations physiologiques possibles, mais donc pas tout le monde va avoir les mêmes limitations physiologiques. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que ça peut expliquer potentiellement pourquoi certaines personnes répondent à certains protocoles et d'autres pas. Si on prend le débutant qui est limité par sa capacité à utiliser l'oxygène, un protocole de capacité cardiaque qui certainement va l'aider de manière générale, mais ça ne va pas l'aider à mieux utiliser l'oxygène. Apporter plus d'oxygène, ça ne va pas l'aider à en utiliser plus. Et par contre, quelqu'un qui est limité par sa capacité cardiaque, lui, va bénéficier grandement d'un protocole de capacité cardiaque qui va l'aider à apporter plus de sang aux muscles pour ensuite être utilisé, utilisation qui fait déjà très bien. Et si on tourne ça dans l'autre sens, un débutant ou quelqu'un qui est limité par sa capacité à utiliser l'oxygène serait grandement aidé par un protocole de sprint répété, par exemple, qui va en gros désaturer le muscle de manière répétée, qui va engendrer une densification au niveau mitochondrial et capillaire, qui va aussi améliorer sa coordination neuromusculaire et donc qui bénéficiera grandement d'un protocole comme celui-ci, contrairement à l'athlète qui a déjà une capacité à utiliser l'oxygène qui est élevée et qui donc ne verra certainement pas les mêmes retours sur son investissement en termes de temps et d'effort avec un tel protocole. Un deuxième concept très intéressant et très important à mon avis dans ce nouveau paradigme des filières énergétiques, c'est quelque chose qu'on appelle les tendances d'occlusion. Donc pour l'expliquer simplement, l'occlusion, c'est pour moi le combat, si on veut bien, entre la tension musculaire qu'on crée au niveau local et la capacité de notre système cardiaque ou de notre cœur à amener ou à pousser le sang et l'oxygène au travers de cette tension, au travers des blocages qui sont créés. Parce que quand on crée de la tension au niveau musculaire, on bloque le flux sanguin. Donc, on parlait d'occlusion un petit peu plus tôt dans une des preuves qu'on a revues. Et il y a trois types d'occlusion. La première étant une réaction de compression, où on a le sang frais qui rentre et le sang utilisé, entre guillemets, si on veut, qui sort. On a une occlusion veineuse, qui veut dire qu'on a encore du sang frais qui rentre dans le muscle. Par contre, on n'a pas de porte de sortie. La porte de sortie est fermée, ce qui veut dire que autant on a encore de l'oxygène qui rentre, autant on n'arrive pas à dégager les produits dérivés métaboliques, par exemple le CO2, par exemple les ions d'hydrogène. Ça commence à s'accumuler et notre temps est compté. Et le dernier type d'occlusion, la dernière tendance, c'est une occlusion artérielle, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de sang frais qui rentre, il n'y a pas de sang qui sort non plus. Donc, tout ce qu'on a à disposition, c'est le sang et l'oxygène qu'il y a à ce moment-là dans le muscle. Ça veut dire que notre temps est grandement compté. C'est peut-être la dernière répétition, peut-être même qu'on ne va pas réussir à la terminer. Et donc, on a ces trois types d'occlusion qui peuvent se passer. Et si on met ça maintenant en relation avec le concept qu'on a juste vu précédemment, celui des systèmes limitants, on va voir que suivant les systèmes limitants d'un athlète, et encore une fois ici c'est une caricature, mais suivant les systèmes limitants, l'athlète va avoir une réaction très très différente par rapport à son 1RM en termes de réaction ou tendance d'occlusion. Donc ce qu'on voit là par exemple, c'est que quelqu'un qui sait générer énormément de tension musculaire, mais qui n'a pas un apport ou un système cardiaque bien développé, il va créer ces occlusions, donc il va bloquer le flux sanguin assez tôt par rapport à son 1RM. Donc là, notamment, il va commencer à créer une occlusion veineuse, donc couper la porte de sortie du sang, si on veut bien, par rapport au muscle, autour de 25% de son 1RM. Et il va créer une occlusion artérielle très très tôt, peut-être même aux alentours de 65% de son 1RM, contrairement à un athlète qui serait limité par son système respiratoire, qui lui a une capacité à continuer à amener de l'oxygène dans le muscle qui est bien plus haute. On voit ça notamment au niveau des athlètes de haut niveau d'endurance. On voit ça au niveau des meilleurs crossfitters aussi également, qui eux ont une capacité à générer de la force sans nécessiter énormément de tension créée dans le muscle, qui permet une perfusion continue, qui permet un apport en oxygène continu, ce qui leur permet de continuer à s'entraîner et à performer sans devoir s'arrêter ou ne pas devoir s'arrêter aussi tôt que les autres. Donc, pour moi, c'est une relation qui est très, très intéressante et importante à mettre en avant. Comment est-ce qu'on détermine ces systèmes limitants et ces tendances d'occlusion? On peut le faire notamment avec un outil de mesure qui s'appelle le MOXIE, dont je vous ai parlé avant, qui nous permet, au travers de certains tests,
de déterminer quels sont nos systèmes limitants et ensuite d'élaborer des programmes d'entraînement dédiés suivant les systèmes limitants qu'on trouve au travers de ces tests. Si on n'a pas accès à cet outil de mesure, ce qu'on peut faire, c'est utiliser des tests qu'on va appeler proxy, donc qui vont nous donner une idée de ce que ça peut être sans avoir besoin de faire ces tests physiologiques. Et Evan Pycron, qui est un des précurseurs dans le domaine, a contribué 10 minutes à ma présentation que j'ai fait en anglais. Donc, je vous inviterai à aller regarder ce segment de 10 minutes que Evan a créé spécialement pour cette présentation. Je vous mettrai le lien directement en haut. Donc, extrait qui va nous expliquer comment déterminer ces systèmes limitants sans nécessiter l'utilisation du MOXIE. Ce que j'espère que vous avez tiré de cette présentation, c'est avant tout une nouvelle optique, une nouvelle façon de voir les choses. Donc, je vous invite à penser à vos méthodes d'entraînement, pensez à vos modèles de compréhension au niveau physiologique, au niveau énergétique. Pensez au vocabulaire que vous utilisez, pensez au protocole de test que vous utilisez avec vos athlètes ou avec vous-même et à les faire passer par cette nouvelle optique, par ce nouveau point de vue pour, je l'espère, en sortir votre propre représentation de la réalité, quelque chose qui sera plus en ligne avec toutes les preuves scientifiques qu'on peut trouver et qu'on a pu trouver déjà pour plusieurs dizaines d'années dans certains cas. Mais donc, je vous invite à faire ça, de prendre un petit peu de temps pour refléter sur tout ça, re-regarder la présentation si ça s'y prête. Je veux aussi mettre en avant le fait que je n'ai pas inventé ces concepts, je ne les ai pas devinés tout seul. J'ai appris de gens beaucoup plus intelligents que moi. Et pour ceux qui aimeraient continuer à apprendre, je vous invite à suivre toutes ces personnes et tous leurs travaux afin de continuer à apprendre. Également, dans le cadre d'une formation continue, avec des éléments, avec toutes ces différentes vidéos et ces différents articles qui sont tous gratuits, que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. Je vous invite à les regarder, je vous invite à les lire et encore une fois à vous poser les questions à vous-même pour en tirer vos propres conclusions. J'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui et je vous invite à me poser au moins une question dans les commentaires sous cette vidéo afin de faire avancer la conversation, afin de potentiellement générer des points de vue nouveaux ou uniques ou qui vont aider certaines personnes à comprendre ces différents concepts si la façon dont je les ai relayés n'était pas très claire. Je veux vous remercier infiniment d'avoir regardé cette vidéo du début à la fin. Je vous invite, comme je l'ai dit au début, à liker la vidéo, à la partager avec vos collègues, avec vos athlètes, avec vos amis coachs et à vous abonner à la chaîne pour avoir accès à toutes mes vidéos futures. Jusque-là, je vous souhaite une très bonne journée. Ciao.